Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack, l'émission qui vous donne chaque semaine rendez-vous avec le meilleur de la planète ovale, avec des images spectaculaires mais aussi cocasses comme celle-ci. Regardez, pour nous consoler de la pluie que nous avons eue pendant tout cet hiver et pendant tout ce printemps. Regardez, en Australie aussi, il pleut beaucoup. L'occasion de se dire que l'été c'est pour très bientôt pour ce qui nous concerne et que les Australiens seront bientôt au cœur de l'hiver. Tant mieux pour eux. Pour décoder ces images, je serai comme chaque semaine en compagnie de Louis Bonnery, le pilier de notre pack. Bonjour Louis. Bonjour Rodolphe. Louis, bien remis de cette semaine de State of Origin, bien remis du match des Dragons catalans. Si on veut, oui. Bon, très bien. Vous allez être en forme tous les deux parce que vous allez voir, nous avons une émission très riche aujourd'hui. Voici le sommaire. Au sommaire dans cette émission, après la défaite sur le fil face à Hull KR, les Dragons catalans se rendaient à Huddersfield pour y affronter les Giants. Dans cette émission, nous mettrons également le cap sur l'hémisphère sud pour la 16e journée de NRL. Allez, comme chaque semaine, on démarre par la Super League. Après la défaite sur le fil face à Hull KR, les Dragons catalans se rendaient à Huddersfield pour y affronter les Giants. Nous allons mettre rapidement le doigt sur ce qui fait mal. Les Dragons n'ont pas réussi l'exploit de battre une équipe qui les avait battus à la maison il y a quelques mois, alors qu'ils étaient en infériorité numérique, ces joueurs des Giants. Décidément, ces géants sont des garçons difficiles à battre. Retour sur ce match avec Faustine Seigne. Un match pour relever la tête. Les Dragons devaient se ressaisir après leur défaite face à Hull KR. Un réel défi face à des Giants deuxième au classement. 3e minute de jeu, Brett Ferris aplatit le premier essai du match sur une bonne transmission de Danny Brough. Le ton est donné. La réaction des Catalans est immédiate. Vincent Duport s'écroule dans l'embut bien servi par Scott Duro. Après vidéo, l'essai est accordé. Duro, qui vient de retrouver sa place de titulaire, manque la transformation. Menés 10-4, les Dragons restent dans le match. Anderson tombe un ballon, mais Michael Simon récupère et Frédéric Vacari file aplatir le deuxième essai des 100 et or. Comme face à Hull KR, les Catalans laissent des points au pied. Après un essai de chaque côté, Huddersfield semble toujours à portée des Dragons. Jusqu'à cette interception de Jermaine McGilvary qui file aplatir tout seul et porte la marque à 20-12. Un essai casquette qui fait perdre son sang-froid à Scott Duro quelques minutes avant la pause. Il empêche les Giants de jouer. Il est sanctionné par l'arbitre et va se reposer 10 minutes sur le banc. Indisciplinés, les Dragons concèdent une pénalité en fin de première période et rentrent au vestiaire sur le score de 24-12. En deuxième mi-temps, les choses se corsent sérieusement pour les Dragons. Menés de 12 points, ils sortent peu à peu de leur match. La défense catalane est à la peine. Luc George en profite pour inscrire le 5e essai de Huddersfield. Un essai de Zebtaia ne changera malheureusement pas la donne. À l'heure de jeu, les Giants prennent le large et mènent 30-16. L'agressivité des Dragons laisse place à l'énervement. Ils sont pénalisés. Les Catalans n'y sont plus, ni en attaque ni en défense, où ils laissent des trous béants, incapables d'arrêter Brett Ferris qui va inscrire son triplé. À la dernière minute du match, Leroy Cudjoe vient crucifier les Dragons. Sur leur coup d'envoi, Sean Lone profite d'un raté catalan pour traverser la moitié du terrain, puis transmet à Cudjoe qui scelle la marque. Score final 60-16. Le bilan est très lourd pour les hommes de Laurent Fresinous avec un total de 10 essais encaissés et aucun point inscrit au pied dans cette rencontre. Réaction obligatoire ce week-end à Gilbert Brutus face aux Broncos de Londres. 10 essais encaissés, c'est quand même beaucoup. 60 points, Louis, c'est la première fois depuis 2006 pour revenir à ce match face à Leeds, pour retrouver des Dragons battus, écrasés. Ça a été un vrai naufrage à Huddersfield.
Oui, c'est un naufrage, mais qui a été long à se mettre en place. C'est-à-dire, c'est une rencontre qui, jusqu'à la mi-temps, et même voire les premières minutes de reprise, aurait pu être équilibrée. Sauf qu'en fin de match, les Dragons ont compris, pour plusieurs raisons, qu'ils ne pouvaient plus être dans ce match. Et ils ont lâché. Et en Super League, lorsqu'on lâche, c'est un score de ce niveau on paye cash, quoi. Donc, je pense que les Dragons n'ont pas été persévérants jusqu'au bout de ce match comme ils auraient dû l'être. Alors justement, les Dragons, on l'a vu la semaine passée face à l'équipe de Hull KR à Toulouse, n'avaient pas été très gâtés par l'arbitrage, notamment l'arbitrage vidéo. Il en a été de même face à l'équipe des Giants. Regardez, là, deux actions quasi similaires d'une semaine sur l'autre. On a du mal, Louis, à comprendre l'arbitrage britannique et surtout ce manque de détermination de l'arbitre de centre qui fait de plus en plus appel à l'arbitre vidéo. Ça a été là un festival de reprises vidéo, mais on a du mal à comprendre parce qu'il n'y a pas vraiment de continuité dans les choix. Alors ici, par exemple, l'arbitre de champ, M. Child, qui officie à Huddersfield, demande l'arbitrage vidéo pour une obstruction, un écran. Ici, on voit la passe juste après, on a vu cet intervalle qui s'ouvre, peut-être créé justement par une obstruction. Là, pour le coup, l'arbitre va accorder cet essai. Ça, c'était face à l'équipe d'Huddersfield, c'était ce week-end. En revanche, là, le week-end dernier, Louis, c'était face à l'équipe de Hull KR à Toulouse, et là, arbitrage vidéo. Et là, on se dit, a priori, la décision devrait être la même, pas du tout. Oui, la décision aurait dû être la même que la première. En fait, dans la chronologie des faits, c'est le deuxième essai que nous avons vu, c'est celui quand même qui coûte la victoire aux Dragons catalans à Toulouse. Et le deuxième match, c'est un essai encaissé. Donc, à situation identique, et c'est là la grande discussion à l'heure actuelle sur l'interprétation des règles du jeu. Moi, je pense que ces deux essais sont valables, pour moi. Parce que la notion d'obstruction intervient sur un contact entre joueurs qui n'interfère pas sur l'action qui conduit à l'essai. Voilà. Par contre, une obstruction qui aurait pu empêcher l'essai ou conduire à un essai dans l'environnement immédiat des porteurs de balles doit conduire au refus de l'essai. Sauf que là, la discussion, c'est pourquoi un a été accordé et l'autre pas. Sauf qu'un coûte une victoire aux Dragons et que l'autre ne change rien, à mon avis, au résultat du match. Sauf que la défaite concédée par les Dragons à Toulouse coûte cher à cette équipe et peut-être a entamé une période compliquée pour eux. Oui, alors il n'y a pas évidemment que des erreurs d'arbitrage dans ce match. Les Dragons ont lourdement perdu face à l'équipe des Giants d'Huddersfield par leur propre faute, avec beaucoup de fautes directes aussi. Regardez ces images qu'on a compilées pour vous montrer que ce match avait d'abord mal démarré. Là, Louis, ça c'est de la mésentente crasse entre les deux garçons. Regardez ici, Steve Menzies, Damien Blanche. On ne s'est pas du tout entendu, Blanche est devant le porteur du ballon. Là, il y a une faute. Oui, là, c'est la faute, mais tout ça permet de comprendre que ce match est entré en confusion. Alors, là, les Dragons viennent d'égaliser, et là, sur le coup de pied de renvoi, là aussi, grosse faute de Fred Vakari, qui, à mon avis, n'a pas su exactement où il était positionné sur le terrain. Oui, c'est une mauvaise intégration du terrain pour lui. Donc il était à l'extérieur alors qu'il pensait qu'il était dans le terrain de jeu. Donc il ne sauve pas une balle. En fait, il tire une balle de contre-attaque à l'adversaire. Ici, peut-être l'erreur la plus grave en première mi-temps, celle de Zeb Taïa. Il y a un 3 contre 0 quasiment à jouer. Ça, Julien, ça fait mal au ventre parce qu'il y avait peut-être une solution. Oui, je pense que la passe la plus proche est sûrement la meilleure solution. Il essaye de faire une longue passe lancée et malheureusement, elle est mal assurée. Alors là, parler de passe mal assurée, celle-ci, difficile à définir, elle est très flottante, Leon Price. Regardez ici le geste de Price, longue passe, interceptée. Et là, ça fait 4 points de plus, entre les poteaux ça fait 6. Là aussi, grosse erreur des Dragons. Oui, effectivement, c'est une balle molle, c'est pas une balle puissante qui est destinée. Donc le défenseur, en fait, a eu largement le temps d'anticiper, puisque la trajectoire de cette balle était lente, la balle arrivait doucement. Donc lui, il a eu tout le temps, ce que n'a pas compris l'attaquant, qui peut-être, en allant la chercher plus tôt, aurait pu sauver l'interception. Oui, à l'image de cette passe ici aussi, qui était adressée dans les chaussettes, quelque chose n'allait pas, décidément. Leon Price, furieux de voir que ça ne tournait pas. Ça ne tournait pas. Et il faut dire, Louis, que le dernier essai marqué par l'équipe des Giants d'Huddersfield part là aussi d'une faute sur le renvoi, même si c'est anecdotique parce que le sort du match était scellé. On voit que Taïa ne prend pas ce ballon. Un rebond, on ne se parle pas. Résultat, 80 mètres de course et un essai derrière. Regardez ici, hop.
Oui, non, mais le problème de cette fin de match, c'est que le moral n'était plus là. L'équipe avait compris qu'elle ne pourrait pas gagner ce match. Donc on attendait avec beaucoup d'impatience, certainement dans la tête de ces joueurs, la fin de ce calvaire pour eux. Oui, ça a été un véritable chemin de croix pour les Dragons à Huddersfield. Déficit aussi au niveau du jeu au pied, posé. On a vu dans le jeu tout à l'heure avec des coups de pied directs. Pour ce qui concerne les transformations, Scott Duro a été vraiment en dessous le week-end dernier à Huddersfield, parce que là, Louis, ça ne passe pas. Scott est de retour dans l'équipe depuis peu de temps. Il n'a pas encore retrouvé tous ses repères de buteur. C'est indéniable. Oui, ça c'est indiscutable, mais le problème des buteurs, Rodolphe, c'est quelque chose qui, comme on dit souvent, un buteur parfois avec le talon, il passerait toutes les transformations, et des fois des transformations faciles, on n'en passe aucune. Ça c'est le lot de tous les buteurs, dans les deux rugby d'ailleurs, je pense que Julien sera d'accord avec moi. Quand ça ne passe pas, on peut faire ce qu'on veut, on peut changer de buteur. Il y a des dimanches comme ça, ou des matchs. Oui, c'est le buteur, c'est quelqu'un qui peut amener un plus à une équipe. Malheureusement, voilà, il y a des jours avec, des jours sans, et c'est vraiment, il faut pas se jeter sur le buteur si un jour il n'est pas en réussite. Au contraire, c'est le rôle de l'équipe de le suppléer dans d'autres domaines. Et surtout qu'on a vu avec les Dragons qu'il y avait d'abord Scott Duro qui n'a pas été efficace dans son jeu au pied, mais que Thomas Bosc, lui aussi, n'a pas réussi à passer les points de la transformation. Alors on l'a dit, des fautes directes, il y a eu ces maladresses, c'est sûr, il y a eu ce déficit au pied, et il y a eu aussi de l'indiscipline qui a aussi coûté cher à cette équipe des Dragons. On l'a vu tout à l'heure dans le résumé du match de Fossin-Seigne, on a vu Scott Duro qui a tapé sur la balle. Ça, c'est une erreur bête, et ça, c'est une faute que Scott ne commettait pas, qu'on n'avait jamais vu commettre. Non mais là, Rodolphe, je pense que quand rien ne va, rien ne va. Exact. Donc les Dragons sont dans la nasse là, et ils ont la pression à tous les niveaux, et ils n'arrivent pas à trouver la solution pour s'en sortir. Donc je pense qu'il faut essayer d'oublier tout ça et repartir sur de nouvelles bases. C'est mon point de vue. Alors ça aussi, c'est une nouvelle faute là près de la ligne. Alors le souci, Louis, c'est que ces fautes accumulées ont entraîné immanquablement, comme c'est le cas en Super League, des essais. Et les essais se sont succédés. Vous avez vu le geste, qu'on voit assez peu souvent, le geste de M. Child. D'ailleurs. Ce nouveau geste, cette nouvelle règle avec cette espèce de cercle où on montre qu'effectivement on est dans le viseur. Et ça aussi, on ne le voit pas souvent. Et malheureusement, il a fallu qu'on le voit pour un match de l'équipe des Dragons. Ça, c'est pas de bol. Oui, parce qu'en fait, c'est toute l'équipe. Au départ, on avait pensé que c'était Price, qui avait déjà été sanctionné pour discussion de décision d'arbitrage. En fait, c'est l'équipe dans son ensemble. Mais en fait, ça correspond bien à la situation, puisque je crois qu'il ne faut pas individualiser les problèmes dans cette défaite. Ça a été une défaite collective, on ne peut pas rendre un joueur plus qu'un autre responsable. C'est un problème de collectif qui n'a pas marché ce jour-là. Donc, il faut espérer que samedi, à Brutus, tout sera remis dans le bon sens. Bon, on espère. On est pas complètement sûr, mais presque en tout cas, que les Dragons vont livrer un autre match à Brutus face à l'équipe des Broncos de Londres. Alors, il y a un garçon, évidemment, qui sur la pelouse a tenu son rang, c'est Steve Menzies, qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait prendre sa retraite. Ça, c'est une nouvelle qui va frapper le monde du rugby à 13 en général, parce que Steve Menzies, on le sait, c'est l'homme des records. 39 ans, c'est le joueur le plus ancien, le plus vieux, on peut dire, oui, dans cette Super League. 39 ans, ce garçon qui fait évidemment le bonheur de cette équipe des Dragons, qui ne sera pas dans les 19 pour le match face aux Broncos samedi, mais on aura justement l'occasion, peut-être, s'il est là, de lui poser la question sur cette décision qu'il vient de prendre. Décision difficile pour Steve Menzies. Le rugby à 13, c'est toute ma vie, a-t-il dit. Et il aura une autre vie, donc il va démarrer, Louis, très bientôt. Revenons justement sur cette vie de sportif, d'abord dans la NRL, où il avait là aussi marqué son époque avec son passage chez les Seagulls de Manly. Regardez, deuxième meilleur marqueur d'essai de l'histoire. Ça parle. 180 essais, 718 points. Il a été 2 fois champion, ça aussi. N'est pas champion de NRL qui veut. 3 finales et 20 State of Origin, 19 sélections les Kangourous. Mais je retiendrai 20 State of Origin. C'est quand même exceptionnel lorsqu'on sait qu'on est carrément passé dans un autre côté de la carrière, une sorte de pinacle quand on en joue un. Imaginez 20. Alors en Super League, Steve Menzies a commencé sa moisson de records avec l'équipe des Bulls de Bradford en 2009-2010. Enfin, les Dragons catalans, 117 matchs joués, avec 55 essais déjà inscrits. C'est un palmarès, Louis, qui est assez élogieux, mais la carrière de ce garçon, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi l'excellent esprit qu'il a développé pendant ces années, ces 20 saisons. C'est incroyable.
Oui, c'est un modèle de longévité sportive, d'efficacité, de rigueur et surtout de sérieux et de gentillesse en plus. Ouais, c'est voilà, et de correction, de fair play. C'est quand même un monsieur du rugby. L'histoire retiendra avant tout ça. C'est un grand monsieur du rugby, sur et hors des terrains. Alors, la défaite des Dragons faisait bien sûr les affaires de Hull FC. Le Hull FC était en embuscade derrière les Dragons. Et pour les joueurs de Peter Gentle, eux, il fallait absolument gagner à Wakefield. La victoire était indispensable. Sauf que les choses ne sont pas passées vraiment comme prévu. On va revenir sur ce match commenté par Vincent Pochelu et vous-même, Louis. Et on va revenir à quelques minutes de la fin lorsque les deux équipes sont au coude à coude. Regardez. Danny Houghton qui insiste dans le fermé, c'est bien fait, et ça va, l'essai. Essai de Ben Crooks, accordé par l'arbitre de la rencontre, Tim Robbie. Hull qui ouvre le score, Hull FC qui mène 4-0. Allez, c'est bien fait, attention, est-ce qu'il va pouvoir servir le raffut? Peter Fox qui a ce ballon et qui s'en va aplatir. Et c'est accordé à Peter Fox, la réaction de Wakefield, 6-4. Paul Hayton, ouais, bien fait. Oh, bravo. Bravo, quelle merveille de passe pour Oliver Wilkes lancé. Et Wakefield qui prend l'avantage, 14-10. Avec Gareth Ellis, le capitaine, qui laisse tomber le ballon. Et Danny Houghton qui s'est jeté dessus. Ça se poursuit le jeu pour Hull. On a trouvé Ben Crooks. Ben Crooks, est-ce qu'il va y aller tout seul? Ah, il n'est pas croyable ce garçon. Ce n'est pas fini, Louis. Ah, il y a du monde aussi sur l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Oui. Oh, Matters qui a pu transmettre. Kyle Amor, regardez son genou. Il avait le genou, il souffrait le martyr. Kyle Amor, il peut transmettre à Paul Hayton. Paul Hayton. Oh, quel retour. Quel retour. Est-ce qu'il peut transmettre, Hayton? Il est plaqué. Il est enfermé par les défenseurs, Paul Hayton. Oh, ils ont eu chaud, les joueurs de Hull. Pourquoi il n'a pas donné la balle, Hayton? C'est pas fini, Louis, c'est pas fini. Coup de pied sur l'aile opposée. Non, c'est terminé. Oh là là. Oh, il a pris le ballon de main. Oh, c'est incroyable. Peter Fox qui signe son deuxième essai du match. Et c'est accordé. Wakefield qui passe en tête. Et attention, ce ballon. Oh, il est dans les bras d'un joueur de Hull. C'est bon. Oh, il va pouvoir y aller. Yeman qui va aplatir. Oh, c'est pas croyable, Louis. Alors, c'était un final incroyable. Là, nous sommes à 26-26. On ne vous a pas raconté l'histoire. On vous a dit que ça allait être un match très serré. Louis, 26-26. Ça a été une course-poursuite pendant tout le match. Et là, que se passe-t-il? Donc, il reste, regardez, 3 minutes. On a senti Vincent Pochelu qui était à 2 doigts de perdre le poumon. Et là, première tentative de drop, parce qu'on se dit qu'à 3 minutes, le drop, c'est la victoire assurée. Pas du tout. Effectivement, on était parti dans le scénario classique de tenter le drop et de grignoter le chronomètre en attendant la fin. Sauf que le drop, on l'a tenté, on l'a pas réussi et ça ouvre la porte à la contre-attaque. Alors le drop, évidemment, je vous le rappelle, vous, 1 point. Là, alors on revoit donc ce drop qui a été contré, la bonne pression de l'équipe de Wakefield. Et là, nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Et du coup, on va tenter le drop du côté de Hull FC, de Wakefield, parce qu'on se dit qu'on pourrait peut-être, dans les 2 minutes qui restent, arracher la victoire. Sauf que là, coup de théâtre. Sur ce ballon remis en jeu, Louis, en avant, un truc incroyable. Regardez, Luke O'Donnell qui va recevoir ce ballon, qui le perd alors que son équipe avait la chance de remettre la main sur la balle. Et là, c'est assez implacable, Louis, la Super League. On va jouer une série de tenues, mais lorsqu'on va voir que la porte s'ouvre, Woods qui va transmettre ce ballon à Lee Smith, qui va aller taper le drop. Et c'est du coup Wakefield qui repasse devant 27-26. Oui, écoutez, Rodolphe, le problème, c'est que lorsqu'on perd un ballon, je crois que le fait d'avoir perdu le ballon a démoralisé complètement cette équipe de Hull qui a compris qu'elle avait perdu le match, en fait. Alors qu'elle était encore à égalité, cette équipe a perdu le match. Il reste encore une énième chance dans ce match pour l'équipe de Hull FC qui tente le drop alors qu'il restait 2 secondes à jouer. Le drop a été contré. On va sortir le ballon de l'aire de jeu. Sykes qui éloigne le danger. Victoire des coéquipiers de Cartmont. Ça a été un match incroyable et Wakefield est allé, à la surprise générale, il faut le dire, battre les joueurs de Peter Gentle. Très, très, très déçus, on l'imagine, les joueurs de l'FC battus sur le fil. 27
26. On va donc récapituler les résultats et le classement à l'issue de cette journée de Super League. Alors c'est plutôt pas mal, Louis, que l'FC ait été battu, on le verra, par l'équipe de Wakefield. Victoire donc de Huddersfield. Les Saints ont été battus par Hull KR, vainqueur des Dragons la semaine précédente. Castleford a battu Wigan, ça c'est une grosse surprise. Les Broncos se sont éteints face à Salford. Warrington s'impose à Bradford et les Rhinos n'ont pas fait de détails, 52 points à 36. Ce qui nous donne le classement suivant. C'est vrai que la défaite de LFC ne pénalise pas les Dragons, parce que du coup les Dragons, regardez, se retrouvent toujours dans cette 5e place après le match perdu face à Huddersfield. Wigan, Huddersfield, Warrington, Leeds. LFC et Hull KR pour les 6 et 7e places. St Helens 8e. Ça, Louis, c'est pas vraiment normal pour l'équipe des Saints. Et puis Wakefield, Bradford, Widnes. Et puis les Broncos de Londres, futurs adversaires des Dragons, qui sont donc les bons derniers de cette compétition de Super League. Il est temps pour nous de mettre le cap sur l'hémisphère sud, direction l'autre côté du monde. On jouait en Australie une nouvelle journée de State of Origin. Le State of Origin a été digéré pour les clubs qui ont récupéré leurs joueurs retenus avec les Blues ou les Maroons. C'était donc le retour aux affaires courantes pour Greg Inglis et Nathan Merritt, notamment avec les Rabbitohs de South Sydney face aux Raiders de Canberra. Vous allez voir que ce match s'est déroulé dans des conditions un peu meilleures que celui qui va le suivre. Alors d'abord, Louis, on était curieux de revoir Greg Inglis à la manœuvre avec cette équipe des Rabbitohs, et c'est le premier que l'on voit se mettre en action, c'est un joueur anglais, puisqu'il s'agit de Burgess. On va retrouver Inglis, cette fois-ci passeur décisif pour cet essai de Nathan Merritt. Il n'y a pas de débat, Louis, ils sont bien meilleurs ces joueurs des Rabbitohs dès l'entame. Oui, on sent bien que c'est les leaders du championnat de NRL et c'est surtout la sérénité et la précision de l'ensemble du jeu de cette équipe qui, chaque fois, adopte les solutions tactiques ou techniques qui correspondent le mieux aux situations de jeu. Voilà, c'est une équipe qui joue juste en permanence. Alors ici, on le voit avec ce coup de pied qui a été magnifiquement récupéré ici par Dylan Walker. Le coup de pied rasant est très très beau et Walker qui va l'aplatir. C'était un essai qui a concrétisé tout ce qu'on pouvait penser de ces garçons des Rabbitohs South Sydney avant ce match, qui n'allait faire qu'une bouchée des joueurs de Capital City. Vous avez vu 32 points inscrits face à l'équipe de Canberra. Alors, pour l'équipe de Melbourne, en revanche, il y avait le retour des 3 fantastiques qui devaient permettre aux joueurs de Craig Bellamy de retrouver la régularité dans le jeu, régularité qui manquait tout de même, Louis, un joueur essentiel, Cameron Smith. Et c'est peut-être ce qui a pénalisé cette équipe de Melbourne. Vous avez vu que Blair avait marqué le premier essai, et ça, je sais que ça vous plaît, Julien, vous ouvrez de grands yeux. C'est Tim Simona qui va marquer un essai de 90 mètres, départ arrêté. Ça, c'est la fin de l'action d'un autre essai marqué par... Alors, il n'est pas marqué par Simona, mais il a fait le plus gros du boulot pour Blake Ashford qui va aller marquer cet essai en glissant sur cette pelouse gorgée d'eau. Et le travail ici de distribution du jeu une fois de plus. On aura retrouvé Benji Marshall, on aura retrouvé ces garçons qui, depuis le début de la saison, ne tournaient pas fort. C'est certain, Louis, désormais, les Tigers sont de retour. On voit ici Benji conclure. Effectivement, les Tigers ont frappé fort en battant le Storm de Melbourne et se sont affirmés comme l'équipe dangereuse pour cette deuxième partie du championnat. Ouais, avec des garçons extrêmement redoutables comme Tim Simona. Mon petit doigt me dit qu'on ne va pas tarder de retrouver Tim Simona, justement, parce que, Louis, c'est à vous pour votre rubrique Rayon X. C'est votre palette à vous. J'ai bon, Louis, quand je vous dis que Tim Simona, on va le revoir dans votre palette, l'ailier des Tigers. Vous avez tout juste, Rodolphe. Ouais. Vous avez tout juste parce que c'était la journée des contre-attaques, c'était la journée des interceptions, c'était la journée des essais très longs, donc des essais qui finalement sont très courts, très peu de passes, sauf qu'ici, nous sommes entre le deuxième tenu, l'équipe de Melbourne veut faire craquer les Tigers en début de match. Voilà. Or, Sater est monté, il a mal assuré cette passe, une mauvaise passe, et on pense que nous sommes à 11 mètres, 10 mètres, quoi. Le terrain est compliqué
Et là, on s'aperçoit qu'un athlète magnifique, sur une récupération de balle, arrive à décrocher, à mettre dans le vent l'ensemble des défenseurs. On voit comment, dans des conditions sur un terrain, on a l'impression qu'il s'appuie sur une éponge chaque fois, il distance. Donc c'est un essai tout à fait personnel, sans passe, sans tentative. Voilà, il se bat contre la boue, il se bat contre l'eau, il se bat contre la touche. Il est tout seul face à ses responsabilités. Il les prend, il décroche tout le monde. On voit l'ensemble de l'équipe qui est à la poursuite. Donc voilà, pour moi, c'est un modèle du genre dans des conditions extrêmement difficiles que nous voyons là, puisque c'était une véritable baignoire dans laquelle je jouais. Alors là, on recommence, je repris une autre action parce que, encore une fois, on voit que Slater, à l'absence de Smith, a essayé de prendre le jeu à son compte. Et là, nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. C'est complètement différent de tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on n'avait pas anticipé sur ce jeu au pied, mais pourtant là, tout est préparé. On avait préparé tout, sauf ce qui va se passer, c'est-à-dire 3 joueurs sont mis dans le vent sur la récupération dans un but. Le joueur tire sur sa ligne de touche. Il se rend compte qu'il va chercher. On s'aperçoit, ici, il y a 8 défenseurs qui sont mis dans le vent. Ils sont tous à la poursuite, sauf il n'a qu'un seul soutien. Il va aller le chercher. Ce soutien, il remet à l'intérieur parce qu'on a compris que toute la défense se concentrait sur lui. Lui, il fait semblant de repartir, mais non, il repart sur l'extérieur parce qu'on a compris que sur le côté droit, en bout de ligne, il y a un seul joueur. Un seul joueur. Tous les autres sont concentrés autour du porteur de balle. On pense que c'est fini. Sauf que la défense de Melbourne, courageuse, se bat, tire vers le porteur de balle et on a compris qu'il fallait les prendre à contre-pied dans un terrain boueux. Donc très peu d'appui, c'était compliqué à faire. Voilà, on change de direction. Le joueur se rend compte qu'il y a un petit espace. Il va y rentrer comme un forcené. Il rentre dans cette porte et sur la glissade, il va terminer dans un but. Donc pour moi, c'est quand même du beau travail collectif, mais qui s'appuie sur un exploit extraordinaire de cet ailier. Ça vous a plu, Julien, vous ailier vous-même? Les 2 essais, le premier, on peut remercier les conditions atmosphériques qui stoppent le ballon à 10 cm de la touche. Et après, on voit la puissance de course de l'ailier de cette équipe. Et le deuxième essai, c'est surtout la réactivité des soutiens qui sont venus proposer un maximum de solutions pour offrir un jeu dans des espaces où il n'y avait plus de défenseurs. Et ce jeu de croisée, double croisée qui amène un essai tout en glissade. C'est vraiment un bel essai collectif qui a été bien relevé par Louis. Ouais, c'était un essai collectif des Tigers, des tigres. Après, on vous dira que les chats n'aiment pas l'eau. C'est pas exactement ça. Vous avez vu avec cette victoire face au Storm de Melbourne. Alors, le faux pas de Melbourne, lui, n'a pas manqué de stimuler les clubs embusqués au classement. Alors, qu'ont fait les Knights, les Panthers, les Broncos ou les Cowboys? Réponse avec Laurent Bidault. Un mois après avoir marqué plus de 50 points à Brisbane, les Warriors d'Auckland retrouvaient les Broncos dans un match beaucoup plus équilibré qui commence bien pour les Néo-Zélandais avec un essai de Manu Vatuvai qui aplatit et évite de justesse un tacle glissé. Les Broncos alignent 4 sélectionnés de retour du State of Origin et ils réagissent grâce à l'ailier Lachlan Maranta. Menés 12-10 en début de deuxième période, les Broncos se lâchent et envoient Josh Hoffman derrière la ligne pour mener 16-12. 16-12 jusqu'à 10 minutes de la fin et cette passe de Scott Prince interceptée par Conrad Hurrell. Au bout d'une course de 90 mètres, Hurrell inscrit un essai qui sera transformé 18-16 pour les Warriors. Le Montmartre Stadium est en fusion et encore plus quand Corey Parker manque de peu la pénalité de l'égalisation. C'est cruel pour les Broncos. Auckland arrache une 5e victoire consécutive. Motivé, le vestiaire des Knights de Newcastle au moment de défier la Gold Coast, 5e du classement. Des Titans qui partent du mauvais pied, 5e minute, la cheville de Jamal Idriss se plante dans la pelouse. Le péroné est sérieusement touché. Étrangement fébrile, la Gold Coast se noie face aux attaques des Knights qui restaient pourtant sur 4 défaites. Un homme marche ou plutôt court sur l'eau. L'ailier James McManus, 4 essais, il égale le record du club sur un match. Avec 15 essais cette saison, il est aussi le meilleur marqueur de la NRL. Newcastle mène 36-0 à la mi-temps et gère la suite. Kevin Gordon en profite pour s'offrir une interception et une belle course de près de 100 mètres. Mais la défaite est lourde pour les Titans, 46-16. Les Knights, eux, ont repris confiance. Les Panthers de Penrith face aux Dragons de St. George Illawarra avec un joli duel d'arrière.
Le jeune Matthew Moylan, première saison en NRL, devance le chevronné Josh Dugan. Et à la pause, Penrith compte un point d'avance, 7-6. Les Panthers prennent leur distance en deuxième période avec encore un bon jeu au pied dans le dos de la défense pour Brad Teague. Les Dragons se réveillent à un quart d'heure de la fin. Superbe série de passes dans la défense. Maurice Runciman et Chase Stanley est à la conclusion. St. George revient à 13-10. Mais en fin de match, Penrith inscrit 2 nouveaux essais en profitant des erreurs adverses. Après cette course de James Segeyaro, les Panthers s'imposent 25-10. Enfin, les Sharks de Cronulla étaient à Townsville dans le Nord Queensland chez les Cowboys, privés de victoire à domicile depuis 2 mois. Première période serrée avec un essai partout. Kane Linnett pour les Cowboys, Luke Lewis pour les Sharks. Ensuite, le North Queensland se rebelle avec un essai de Gavin Cooper et 2 passes décisives de l'ouvreur Jonathan Thurston pour Antonio Winterstein et Kane Linnett pour un doublé. Thurston qui conclut avec une transformation magnifique du bord de la touche. Score final 24-4 pour les Cowboys. Mais le match au sommet de cette 16e journée, vous allez le voir, était le match entre les Roosters et les Sea Eagles. Et là, Louis, autant le dire tout de suite, on n'a pas été déçus. On a vu tout ce qui s'est passé dans cette journée. On a commencé par un match très dur. Ça fait un peu peur, mais bon, KO pour Roger Tuivasa-Sheck, qui a été pris en sandwich. Là, c'était de quoi, Louis, nous donner le ton de cette partie. Dans ce match très serré, je le disais, où les Roosters ont réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires, avec un demi d'ouverture, on en reparlera, nommé Sonny Bill Williams. Effectivement, la composition de l'équipe a surpris au départ, mais on se rend bien compte que Trent Robinson utilise ce joueur magnifique à des postes qui correspondent bien à son plan de jeu. Et dans ce match-là, le plan de jeu était bien établi et construit autour de Sonny Bill Williams. Le seul problème, c'est le jeu au pied. Vous avez vu que la transformation était complètement ratée, ce qui a fait sourire James Maloney qui était dans la tribune. Alors bien sûr, les Roosters de Sydney mènent dans une première mi-temps et finalement on se dit qu'ils ont les moyens de réagir grâce à Jamie Lyon, ces joueurs des Seagulls de Manly. Mais là, derrière, Louis, ça va diablement vite. Et qui allons-nous retrouver au milieu du terrain pour aller marquer? Michael Jennings. Effectivement, Jennings est là où il faut. Et il a bien épaulé. On a vu la lutte sans ballon que se livraient les 2 joueurs sur l'intérieur, parce qu'il fallait quand même que le soutien se détache. Là, par contre, c'est un passage sous les bras des défenseurs magnifique. Ouais, ça, c'est Sonny Bill. Ça, c'est la passe de Sonny Bill Williams qui a été déterminant sur ce coup-là. 18-12, courte victoire, mais précieuse victoire des Roosters face à l'équipe de Manly. Pour conclure cette page NRL, tout de suite, ce sont les NRL News. Et nous allons retrouver, comme chaque semaine, notre coach à nous, Laurent Garnier. Bonjour, mon cher Laurent. Dites donc, cette équipe des Roosters, avec un entraîneur, Trent Robinson, qui était en rookie, inconnu au bataillon, l'a dépassé, confirme dans la NRL. Comment est-ce que c'est vécu chez vous, en Australie? Oui, bonjour à tous. Trent Robinson... il y avait des private jokes ici, comme on dit. Il se demandait Trent who? Trent qui? Car personne ne le connaissait. Désormais, je pense qu'on le connaît parce que Trent Robinson a réussi à faire gagner son équipe, mais il a aussi réussi autre chose, Laurent, d'assez important, de faire jouer Sonny Bill Williams et de tirer le maximum de ce garçon. Alors, d'abord, avant d'être coach, Trent Robinson a été joueur, Louis. Il est très jeune, ça aussi, 36 ans, c'est pas beaucoup. Il n'a que 4 matchs sous la ceinture, si on peut dire, de NRL. Et puis, en revanche, il a une belle carrière de coach à Newcastle, chez les Roosters, et bien sûr, avec l'équipe des Dragons. Mais est-ce que c'est seulement ce palmarès d'entraîneur, Laurent, qui fait qu'il a réussi à gérer ce garçon, Sonny Bill, et en tirer la substantifique moelle, si je puis dire? C'est-à-dire qu'on connaissait le Sonny Bill joueur qui était très bon au niveau des libérations de balles. C'est-à-dire qu'il était très bon quand il était dans la défense. Maintenant, on découvre un Sonny Bill Williams qui est excessivement efficace avant la défense. Donc
il en a fait un playmaker, un meneur de jeu, ce qui était impensable il y a encore quelques mois. Oui, parce que le grand succès de Trent Robinson, c'est de l'avoir déjà gardé dans un groupe. On sait que c'est une immense vedette en Australie. On sait qu'il œuvre aussi d'ailleurs en ce moment pour que Sonny Bill reste à l'issue de son contrat, parce que l'actualité, justement, Laurent, corrigez-moi si je me trompe, c'est aussi l'avenir de Sonny Bill. Oui, on se demande en ce moment s'il va restera pas. Dave Smith, le patron de la NRL, s'est prononcé et a dit il faut qu'on garde des joueurs comme lui. Trent Robinson aussi dit qu'il n'a pas parlé encore à Sonny Bill, mais qu'il voudrait que la NRL a besoin de joueurs stars, de joueurs cadres comme lui, car il attire les foules. Et puis, ce qui est quand même très très bien pour le rugby à 13, c'est qu'il est bon, c'est qu'il fait un très très bon travail. Son humilité, surtout ce qui est souligné ici, son humilité a été soulignée car c'était une grosse star. Et on se demandait comment Trent Robinson allait gérer le Sonny Circus, comme on l'a appelé. Eh bien, il fait du très très bon travail. Du très 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 bon travail, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que ça porte ses fruits en Australie, à Sydney, avec les Roosters. Trent Robinson fait du bon boulot et l'ancien entraîneur des Catalans pourrait peut-être viser d'ailleurs le titre cette saison. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine et puis vous êtes autorisé à rompre les rangs et aller vous coucher. Section des Feux dans 5 minutes. J'y retourne tout de suite. Merci. Salut Laurent, merci. Antenne de Beansport. Ce week-end avec Melbourne face à Brisbane, le Storm face aux Broncos. Ça va valoir cher. 11h35 Warrington Leeds. Samedi, bien sûr, en direct, Dragon Catalan London Broncos à partir de 17h55, 10h30 South Sydney contre les New Zealand Warriors. Ça sera dimanche là aussi. Les Warriors, c'est l'équipe en forme de la NRL. Voilà pour ce Rugby Pack. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci Julien. Merci Rodolphe. Merci Louis, on vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro. Merci à Vincent Pochelu, à Bertrand Béguet, à Faustine Seigne et à Laurent Bidot. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut!